je lance un appel à votre générosité. Faites ce geste pour que TV Liberté vous libère de vos chaînes. Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Claude Janvier. Bonjour monsieur. Bonjour. Claude Janvier, écrivain, essayiste, vous publiez cet ouvrage chez K Éditions avec François Lagarde. Oui. L'État profond français, qui, comment, pourquoi. Voici la couverture, comme d'habitude, à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Alors, Claude Janvier, cette notion d'état profond, on l'a entendu dans la bouche de plusieurs personnalités, notamment Donald Trump, Emmanuel Macron, mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie l'état profond? L'état profond, c'est tout ce qui est invisible, tout ce qu'on ne voit pas. En réalité, au-delà du président de la République, au-delà des ministres qui, eux, sont visibles, qui sont sous les feux de la rampe, il y a tout ce monde invisible de la haute fonction d'État et de la haute sphère privée aussi, bien entendu, qui compose ce qu'on peut appeler l'État profond. Et ce pouvoir de la haute administration qui est dissimulé, puisque les Français n'élisent pas les fonctionnaires. On élit un président de la République, on élit des députés. Est-ce que c'est tout à fait démocratique, puisque vous expliquez notamment dans votre ouvrage que certains hommes politiques ont beaucoup de mal à faire passer leur programme quand ils sont confrontés à cet état profond qui rechigne à appliquer les mesures. Absolument. C'est pour ça d'ailleurs que M. Emmanuel Macron a fait le ménage. D'ailleurs, il a commencé à mettre à la retraite donc toute la vieille garde des hauts fonctionnaires d'État pour les remplacer par des jeunes loups aux dents longues en réalité, parce que c'est bien pour un président d'avoir quand même une haute administration à sa botte. Et en réalité, on se rappelle en 2023 d'ailleurs, M. Emmanuel Macron a supprimé le corps diplomatique français, puisque c'était quand même un bastion que nous avions encore et un peu indépendant, et c'était une très belle école de formation, parce qu'en fait, n'est pas ambassadeur qui veut. Et en 2023, il a donné un ultimatum à tous les ambassadeurs. Il leur a dit, voilà, ou vous rejoignez le pot commun des administrateurs de l'État, ou alors, vous sortez, vous allez voir ailleurs. Et en gros, ça a été donc le coup de grâce à ce dernier bastion. Alors en fait, il a placé petit à petit des personnes totalement inféodées à lui, à ses ordres. Alors c'était justement en 2023, avec ce décret qui avait pris effet au 1er janvier, donc qu'il avait parlé de ce fameux état profond, et vous dites justement le président de la République, achevé l'ancien état profond français pour en créer un encore plus profond et audacieux. Comment il fonctionne le nouveau ? Le nouveau, en fait, ce sont des jeunes. On pourrait dire c'est bien, sauf qu'ils ont tous fait le programme du Global Young Leaders, créé en 2004 par un certain Klaus Schwab, que tout le monde connaît. Et c'est vraiment un club, une école de formatage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces hauts fonctionnaires d'État sont formatés de plus en plus à un programme précis. Et ce qui est intéressant, c'est que ils sont tous inféodés donc ensuite au programme établi par le président de la République et par le Premier ministre. Alors c'est si vrai que quand on regarde qui est passé par le Global Young Leaders, on se retrouve sans surprise Emmanuel Macron, Gabriel Attal, j'ai même aperçu Marlène Schiappa. On se souvient tous de Marlène Schiappa. J'aurais même pas supposé qu'elle
aussi était passée par le programme du Global Young Leader. Mais oui, elle est passée effectivement par cette école de formatage. Donc en réalité, on a toute une administration publique qui est entièrement formatée à certains principes. Alors c'est quoi ces principes, cette idéologie, ce formatage? Eh ben, ce formatage, c'est d'aller dans le sens de l'impérialisme anglo-saxon, de l'oligarchie financière mondiale anglo-saxonne. Parce que c'est ça. En fait, ce sont eux les donneurs d'ordre auxquels cet État profond français obéit au doigt et à l'œil. Alors, nonobstant cela, il est vrai que même avant qu'Emmanuel Macron fasse le ménage, entre guillemets, on avait quand même des hauts fonctionnaires d'État qui se repassaient, je dirais, les postes. Un coup, ils étaient secrétaires d'État. Par exemple, je vais prendre un exemple. Renaud Denoy de Saint-Marc, et d'ailleurs ça figure dans notre livre, secrétaire donc à l'Élysée dans les années 86-91. En même temps, président du CEA, du commissariat de l'énergie atomique, en même temps président de l'ENA, en même temps président d'une académie de sciences politiques, ensuite président de la Fédération de chasse, gros lobby en France, ensuite il a fait une apparition quand même au Conseil d'État, et j'en oublie, il a accumulé une vingtaine de postes qui se sont juxtaposés au fil des années. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, évidemment. Non, il n'y en a pas, bien évidemment. Il a été au Conseil constitutionnel, il a siégé au Conseil constitutionnel, et il a été pendant 2 ans membre du fameux club discret secret, le club du siècle. Donc moi, la question qu'on s'est posée avec mon ami François Lagarde, on s'est dit, mais comment une personne aussi intelligente et aussi brillante soit-elle, comment une personne peut exercer autant de postes efficacement? C'est impossible. On peut exercer éventuellement 1, 2, 3 fonctions maximum, mais en exercer une vingtaine, c'est pas possible. Donc, ce qui veut bien dire que le pouvoir reste entre les mêmes mains. C'est un précaré, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un précaré qui ne bouge pas. C'est une chasse gardée. C'est une chasse gardée pour continuer à bénéficier de hauts salaires, pour continuer à bénéficier du luxe, des ors de la République, etc., etc. Voilà, ça, c'est vraiment l'État profond. Et le cœur de l'État profond, c'est Bercy. Alors justement, Bercy... c'est, vous dites, le pivot central de l'État profond français. Est-ce qu'il y a des scandales qui sortent du ministère qu'occupe aujourd'hui Bruno Le Maire? En général, ce nom fait rire tout le monde sur ce plateau. Je ne sais pas ce qui se passe. Écoutez, Bruno Le Maire, franchement, on finit par se demander s'il est ministre ou s'il est écrivain. Déjà, d'entrée. Après, moi, je reste encore quand même... ça m'avait scotché, pour employer entre guillemets, quand à la question un hectare, il ne savait pas que c'était 10 000 mètres carrés. Donc, je me dis, oulala, il est quand même ministre de l'économie et des finances. C'est quand même gravissime. Alors, Bercy... Il était à l'agriculture à l'époque. C'était sous Sarkozy. C'est vrai. Donc déjà, c'est encore pire. Encore pire. Mais alors, Bercy, c'est assez fascinant parce que c'est quand même un État dans l'État. Et oui, c'est le ministère des Finances. Donc, qui dit finance dit argent. Oui, il y a l'économie, les finances, l'industrie, le budget. Voilà, et ça attise les convoitises étrangères. C'est vrai que Bercy, il y a quand même un héliport. On peut atterrir en hélicoptère sur les toits de Bercy. Ils ont un port privé fluvial. Oui. On peut y aller aussi en petit bateau. Oui, on voyait Sarkozy rentrer dans son petit bateau tout neuf. Voilà, donc c'est quand même un État dans l'État. Et c'est vrai que dans la salle d'attente de Bercy, en guise de décoration, vous avez un gigantesque coffre-fort. Un vieux coffre-fort. Là, ambiance, on est dans le cœur vraiment de la chose. Et c'est quand même là qu'Emmanuel Macron a fait ses débuts, puisqu'il était ministre de l'économie et des finances, je le rappelle, sous François Hollande, et c'est quand même là aussi qu'il nous a bradé Alstom. Et quand même, il faut rappeler que il avait déjà commencé en tant que secrétaire général adjoint de l'Élysée. Aussi. Donc, quand Arnaud Montebourg était lui-même ministre de l'économie. Exact. Donc en fait, il est passé par la case de la banque Rothschild. Donc on est vraiment dans les finances toujours, hein, banque Rothschild, Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, ça peut nous rappeler Pompidou.
qui nous a fait passer la fameuse loi 73 dite de Rothschild. Pompidou avait fait aussi... il avait été directeur général de Rothschild. Absolument. Et cette fameuse loi scélérate, on s'en souvient malheureusement, à l'époque, l'État pouvait emprunter à la Banque de France à un taux quasiment nul. Et après la promulgation de cette loi, l'État a commencé à devoir payer des intérêts de plus en plus forts. Sur les marchés financiers. Et voilà. Et c'était pour nous empêcher de nous endetter. Oui, ça partait d'une bonne intention. Il paraît. Il paraît. Alors vous pointez aussi une ingérence américaine pas possible au sein de Bercy. Oui, c'est exact. C'est exact. Oui, il y a une ingérence américaine. Ouais, il y a McKinsey qui a ses entrées. Donc, quand on connaît le CV de McKinsey, c'est un CV quand même qui est quand même très, très, très criminel. Ouais. Moi, je sais pas, j'ai été auto-entrepreneur dans ma vie longtemps. Quelqu'un se serait pointé avec un CV tel que celui de McKinsey, je l'aurais jamais embauché. Alors, étonnamment, la haute administration financière embauche McKinsey à des prix, à des ponts d'or. Hein. Enfin, c'est ça qui est quand même assez incroyable, c'est que le tapis rouge et défile pour ce genre de cabinet conseil qui en fait ne sert strictement à rien, à part pondre des rapports soporifiques, mais en revanche, ils empochent un maximum d'argent, quoi. C'est effarant le nombre de millions d'euros qu'ils ont empochés et qu'ils vont continuer à empocher. Sur cette ingérence américaine, justement, vous pointez dans votre ouvrage une période assez précise lors de laquelle Nicolas Sarkozy a été ministre de l'économie. Qu'est-ce qu'il y a fait d'important en rapport avec les États-Unis? Est-ce que vous pouvez nous dire? Il a introduit un peu donc toute la haute finance américaine. BlackRock est arrivé avec une ingérence évidemment de plus en plus patente à Bercy, et ça a continué parce qu'en fait Emmanuel Macron a reçu il n'y a pas si longtemps Larry Fink, le président de BlackRock, et BlackRock lorgne beaucoup sur les retraites françaises. J'aimerais bien d'ailleurs arriver à gérer nos retraites, mais on voit bien ce que le mot gérer dans le sens de BlackRock veut dire. Ça serait plutôt un accaparement, voyez. Alors vous évoquez aussi, moi j'aurais aimé vous entendre sur les 600 tonnes d'or vendues par Nicolas Sarkozy aux Américains à l'époque où l'or était au plus bas. Oui, tout à fait. Vous pointez un manque à gagner de 15 milliards d'euros pour la France, oui, en rapport au prix de l'or qui avait augmenté quelques années plus tard, en 2010, je crois. Ça a été du sabordage voulu. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy a un surnom, on l'appelle Sarko l'Américain, quand même. C'est quand même lui qui a remis la France dans l'OTAN. Donc, effectivement, vous venez d'évoquer cette affaire d'or et qu'on décrit dans notre livre. Et c'est vrai que ça a été vraiment du grand n'importe quoi. Donc tout a été fait avec Nicolas Sarkozy pour nous amener à là où nous en sommes aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans notre livre, je crois que nous appelons Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron le triumvirat de l'enfer. Je pense que c'est assez illustré. De toute façon, on se rappelle aussi la trahison de Nicolas Sarkozy, 2005, le traité de Lisbonne, les Français, référendum, vote à 80% non. Oui, c'était 2008 le traité de Lisbonne. Enfin, oui. C'était quelques années après, quand il est arrivé à l'Élysée. Voilà, et donc après François Fillon et Nicolas Sarkozy, n'ont pas tenu compte du tout des référendums, du référendum des Français. Et on dit vous avez dit non, nous on dit oui, donc voilà. Et à ce point précis, à ce moment précis, la notion de démocratie a volé en éclats. Si tant est que nous étions encore en démocratie, mais là c'était effectivement aux yeux de tout le monde, c'est-à-dire que la notion de démocratie a totalement volé en éclats, puisque c'est bafouer un référendum, c'est tout à fait le plus antidémocratique qu'il soit. Alors Bercy, vous le disiez, c'est une salle de coffre. Et c'est aussi un lobby bancaire. Oui. Le lobby bancaire, c'est quoi les relations qu'il entretient avec la haute administration ? Alors, il y a une collusion. Le problème avec l'État profond, c'est qu'il y a une collusion entre la haute fonction publique et la haute fonction privée. Et d'ailleurs, normalement, ces deux entités, si on peut les appeler comme ça, devraient être indépendantes.
C'est pareil, oui. Bah oui, ça devrait être indépendant, ça devrait être séparé. Or, de plus en plus, on ne peut que constater qu'il y a une collusion entre la haute sphère publique et la haute sphère privée. D'ailleurs, quand un haut fonctionnaire d'État passe du public dans le privé, on appelle ça du pantouflage. Et quand une haute personne dans le privé passe dans le public, on appelle ça du rétro-pantouflage. Le cas de François Pérolle est assez illustrant. Oui, absolument, et d'ailleurs nous en parlons dans notre livre. Oui, absolument. Et on voit. Tu as été un conseiller de Nicolas Sarkozy avant de gérer la fusion entre les banques populaires et caisses d'épargne. C'est ça. Mais c'est incroyable cette collusion qui ne devrait pas exister entre le public et le privé. Et c'est si vrai d'ailleurs qu'on peut prendre aussi un exemple simple pour que les gens comprennent bien, quand on voit la privatisation des sociétés autoroutières qui avant étaient nationalisées, comme on le sait. À un moment donné, l'État en a fait cadeau donc à des sociétés privées, pour le plus grand bien de leurs actionnaires, puisqu'effectivement une société quand même autoritaire génère quand même un maximum de bénéfices. Ça, c'était quand Thierry Breton était aux affaires, ministre de l'économie. Puis après il s'est illustré avec Atos, et puis maintenant il est à Bruxelles. Oui, mais c'est tout à fait exact. Mais alors, ce qui est quand même incroyable, c'est que par 3 fois, de mémoire, l'État a donc établi des plans de relance pour que les sociétés privées qui gèrent les autoroutes n'arrivaient pas à faire des travaux. Donc l'État ordonne des plans de relance. Incroyable. C'est vrai que ces pauvres petites sociétés autoroutières privées, ne générant pas assez de chiffre d'affaires et ne générant pas assez de bénéfices, il fallait bien les aider avec des plans de relance. Mais ça illustre bien cette collusion entre le public et le privé, et qui n'a pas lieu d'être. Enfin, moi, je sais pas, j'ai été auto-entrepreneur toute ma vie. Si à un moment donné, j'avais sollicité l'aide de l'État pour aider, vous savez, je m'en sors pas, il va falloir m'établir un plan de relance. Je pense que ça ne serait absolument pas passé. Et puis, de toute façon, je n'aurais pas été en accord pour l'avoir, mais on voit bien cette espèce de copinage et de collusion. Et c'est vraiment ça, c'est l'État. C'est la démocratie. Oui, entre guillemets. Alors, BlackRock, on en parlait un petit peu tout à l'heure, cette société américaine, c'est un fonds de gestion américain qui gère 9 000 milliards de dollars. Quelle relation cette entreprise a réellement avec l'État profond français ? Elle est déjà actionnaire, BlackRock est actionnaire de toutes nos grandes sociétés du CAC 40. Donc ils ont une mainmise sur toutes nos multinationales. Déjà, ça c'est le premier point. Et BlackRock a un pied dans l'Élysée, puisque Larry Fink, je crois, le président de BlackRock a été reçu au moins par 2 fois Emmanuel Macron. Et puis le président de BlackRock France également. Absolument. Ouais. Et la Légion d'honneur. Voilà, oui. Donc BlackRock est vraiment bien implanté, de toute façon pas qu'en France, dans tous les pays européens. Et en même temps... En Ukraine aussi d'ailleurs. Depuis peu. Oui. Et le cabinet McKinsey, d'ailleurs, est sous la mainmise de BlackRock aussi. Donc on est vraiment dans une petite sphère vraiment privée qui a le pouvoir sur notre pays. Alors, on évoque aussi dans votre ouvrage le complexe militaro-industriel. Je crois que le premier à en avoir parlé, c'était le président américain Eisenhower. On sait qu'en France, ce complexe est financé évidemment avec l'impôt des Français. Qu'est-ce qui profite de cette manne ? Qui sont les entreprises qui récupèrent tout ça ? Les entreprises, les marchands de canons, toutes les entreprises industrielles françaises qui produisent donc de l'armement. Il y a quand même un chiffre intéressant. En 2024, la France est passée 2e vendeur d'armes au monde, juste derrière les États-Unis. Il y a un autre chiffre dont on devrait même pas... j'ai toujours du mal à en parler, c'est qu'en 2024 aussi, la France est devenue, malheureusement, le premier pays qui consulte en ligne les sites pédophiles. Et qu'il est créé aussi. Donc en réalité, on est à la 2e place pour les ventes d'armes et on a la 2e place pour les consultations et la création de sites pédophiles. Ça explique, je pense, en grosse partie d'ailleurs, l'état de déliquescence de la France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est en train vraiment d'atteindre le fond. Et il ne faut pas s'étonner qu'avec ce genre de triste record,
on en arrive à une société qui devient de plus en plus dénaturée et qui est de plus en plus en perdition. C'est un énorme problème, vraiment. Alors vous faites aussi le tour de tous ces clubs fermés, la Fabian Society, le club Le Siècle, le Forum économique mondial, Davos, le Dolder Club, donc ça c'est le club qui réunit tous les grands laboratoires du monde, et puis il y en a plein d'autres, la Trilatérale, on peut les découvrir dans votre ouvrage. C'est quoi la stratégie de ces clubs, les objectifs ? Les objectifs de ces clubs, c'est de continuer le formatage. C'est-à-dire que, comme on expliquait précédemment, ils ont tous fait le Global Young Leaders, les réunions de club de siècle, du siècle... C'est pour les grands, quoi. Oui, il y a toute l'intelligentsia qui est là. Il y a effectivement les indéboulonnables, on en cite quelques-uns. Vous savez, Claude Bébéar, De Castries, ou De Castries, je ne sais pas comment on le prononce. Président d'AXA. Voilà, Marc Ladré de la Charrière, etc. Je crois qu'il a dirigé le club Le Siècle, oui, Henri Decastre. Mais ils ont tous... pratiquement tous dirigé à un moment donné le club du siècle. Et on a tous les grands patrons de presse en général et tous les grands patrons des grandes sociétés du CAC 40 et tout ce petit monde se réunit. À l'Automobile Club de France. Voilà. Place de la Concorde. Voilà. Tous les premiers mercredis du mois. Voilà, pour un dîner en général fastueux. Et puis, on continue le formatage et on continue à surpasser les pouvoirs, les postes et aussi les avantages, parce que c'est cela. Alors, il y a une personnalité qu'on évoque dans votre ouvrage à qui on prête une influence considérable de François Mitterrand à Emmanuel Macron sur tous les présidents de la Ve République, et quasiment c'est Jacques Attali. Est-ce que c'est du fantasme de lui prêter autant d'influence, ou est-ce qu'il a un rôle certain ? Alain Minc aussi, on les voit souvent dans la main, quoi. Oui, non, mais Jacques Attali a eu un rôle certain en tant qu'éminence grise. Il est quand même, il a soufflé à l'oreille de tous les présidents depuis François Mitterrand. Bon, là, maintenant, il commence à prendre un peu d'âge, mais il était quand même omniprésent. Mais ce qui est intéressant, puisqu'on évoque aussi l'état profond, au-delà de Jacques Attali, par exemple, et on le mentionne dans notre ouvrage, c'est qu'il y a une agence dirigé de marketing qui a été créé en 2013 par un dénommé Sylvain Faure, qui est un homme peu connu du grand public, mais assez puissant. Et il a créé cette agence de communication, et c'est cette agence de communication qui a propulsé Emmanuel Macron au pouvoir. Ça aussi, c'est de l'état profond. Parce qu'en réalité, les 8000 articles de presse qu'Emmanuel Macron a eu avant et à qui il doit son élection, sans compter en 2017, sans compter son élection, sans compter les interviews de télé, les interviews de radio, etc. Ça a été tout ça organisé et généré par cette agence de communication qui s'appelle Steve Holt, créée par Sylvain Faure. Et je me suis intéressé au comité de direction de cette agence, et c'est assez intéressant parce que il y a une directrice qui s'appelle Laura Barcaz, qui a un CV incroyable et qui a un carnet d'adresses incroyable. C'est-à-dire que cette jeune femme, elle doit avoir dans les 35 ans à peu près, dans son carnet d'adresses, il y a BlackRock, il y a des agences internationales, il y a des fonds de pension, c'est incroyable. Et c'est là qu'on s'aperçoit du pouvoir de toutes ces instances ou de toutes ces sociétés privées, et comment elles arrivent à façonner un paysage politique en faisant élire un homme qui a été désigné à l'avance par tout un tas de réseaux, dont Jacques Attali fait partie, mais c'était pas le seul. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, vous militez, Claude Janvier, pour une libération de la France, de l'Union européenne et de l'OTAN par une fédération de groupes dissidents, mais on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de groupes à droite, à gauche, mais aucune unité. Alors, comment vous expliquez cette désunion, ce morcellement ? Voilà, c'est difficile à expliquer vraiment le pourquoi d'une désunion. Je pense qu'il y a une guerre d'ego, malheureusement souvent. Ça. Et puis, vous savez, le facteur humain, c'est un peu le plus difficile. Les relations humaines, c'est jamais une affaire simple. C'est dommage. C'est dommage parce que je pense qu'une union aujourd'hui serait vraiment profitable à tout le monde, surtout au peuple français.
parce que trop de désunion, eh bien chacun fait sa petite liste dans son coin, et du coup en général ça n'aboutit à rien, on l'a vu par le passé. En revanche, ce sont toujours les mêmes qui sont élus, malheureusement, peu importe qu'ils soient soi-disant de droite ou de gauche, puisqu'on sait très bien depuis François Mitterrand que cette notion de droite-gauche ne veut strictement rien dire, hein. C'est une espèce de fondu, où chacun se repasse les postes, etc. Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage, et je pense que c'est quelque chose à faire rapidement, si on veut vraiment se sortir du bourbier, parce que là quand même la France ne va pas bien. Alors si on voit que le collectif fonctionne mal, en tout cas que les fédérations ne s'imbriquent pas bien les unes dans les autres, vous appelez les individus à la désobéissance civile pacifiste. Absolument. Mais comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'il faut faire pour désobéir? C'est-à-dire quoi? Ça passe par j'arrête de payer mes impôts, j'envoie plus mes gosses à l'école? J'arrête de payer mes impôts, ça va être un peu compliqué. Ouais, c'est dur. Ça va être un petit peu compliqué. Non, en revanche, par exemple, on n'est pas obligé non plus d'accepter qu'il y ait par exemple un drag queen qui fasse un spectacle dans une maternelle pour des bouts de choux qui ont entre 1 et 4 ans. Si on est parent on va vous dire que c'est de l'art, on va vous dire que si vous êtes contre, vous êtes un fasciste. Oui, non, mais ça, vous savez, on a l'habitude, on est toujours traité de tous les ismes possibles ou de tous les istes possibles. Non, mais je pense que tout le monde peut, à un moment donné, ne pas être d'accord avec ce qui se passe. Et tout le monde a le pouvoir, effectivement, de dire non. Et je pense que si une majorité de gens avaient le courage, à un moment donné, de dire « Attendez, moi, ça me va pas. Stop, ça suffit. Qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement fasse au bout d'un moment? Il peut pas faire grand-chose. Il y a un moment donné, vous pouvez pas obliger des gens à suivre quelque chose s'ils ne sont pas d'accord. Surtout si cette chose va contre l'intérêt de la personne, de sa famille et de son entourage. Et l'exemple que je viens de donner est révélateur. Quels sont vraiment les parents qui se sont opposés à ce genre de choses? Quels sont vraiment les parents qui se sont opposés à tous ces programmes qui dégringolent de l'éducation nationale et qui visent à plomber maintenant les écoles de cours d'éducation sexuelle pour savoir si le gamin, à partir de 5-6 ans, il peut choisir son identité sexuelle? Non mais on est en plein délire. Alors, vous désespérez pas du peuple français? Non, parce que je reste quand même croyant en l'être humain, mais je pense il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Et je pense que c'est possible. C'est toujours possible. Le futur n'est pas écrit, en fait. Rien n'est écrit. Tout peut changer. Pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité absolue. L'État profond français, qui, comment, pourquoi, c'est édité chez K Édition, un bon petit livre sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous, monsieur. Merci à vous.